Bonsoir, dans ce débrief du 6 mars. On va aller d'abord en Turquie. Le président turc Tayyip Erdogan déploie une diplomatie de puissance du Moyen-Orient au Maghreb face aussi bien à l'Arabie Saoudite qu'à l'Égypte, de la Syrie à la Libye. Ankara entend donner le tempo. Deuxième armée en effectif de l'OTAN, c'est surtout en Syrie, pays au régime détestable, que la Turquie est la plus virulente et pratique une politique d'occupation, volant au secours d'une rébellion rebaptisée opposition armée pour la rendre fréquentable. En même temps, le PIB et le dynamisme économique de la Turquie lui permettent de figurer dans le G20. Est suffisant pour expliquer une diplomatie aussi agressive. Au Maroc, au Sahara, les consulats se suivent et ne se ressemblent pas. Après le Gabon, Sao Tomé-Principe, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, Djibouti, c'est au tour du Burundi d'ouvrir un consulat à l'Aïoun. D'autres vont suivre, promet le ministre marocain des Affaires étrangères. Les 26 et 28 février à l'Aïoun, ou plutôt l'Aïoun a abrité le 3e forum Maroc-État insulaire du Pacifique qui constitue une reconnaissance claire et sans équivoque de la marocanité du Sahara, a déclaré Solo Mara, secrétaire général du Forum de développement des îles du Pacifique. Tout cela ne fait pas le bonheur d'Alger qui, du coup, réduit le niveau de sa représentation à la 8e conférence ministérielle du dialogue 5+5 sur la migration et le développement. Pour en débattre, Aziz Saïdi, rédacteur en chef de lesinfos.ma, Hassan Saoud, expert en stratégie et en sécurité, et Hassan Alaoui, cofondateur avec Souad Mekawi, notre consort Souad Mekawi de Maroc Diplomatique. Alors, avant d'aller en Turquie ou d'aller dans ce qui se passe en diplomatie maroco-algérienne autour de l'affaire du Sahara, un mot sur le coronavirus, le Covid-19, un titre pour un film. Hassan Alaoui, vous avez apporté votre masque? Parce qu'apparemment, vous en portez au boulot. Oui, absolument. Ça a fait rire beaucoup de gens, mais j'étais... C'est pas un peu trop tôt? C'est un peu trop tôt, peut-être aussi trop tard. L'essentiel, c'est que je voulais donner l'exemple. Donc, Moi, j'ai vu vous dans la réunion de rédaction, comme ça, tout protégé. Oui, ma rédaction, les gens qui travaillent avec moi, beaucoup de jeunes femmes, se sont moqués de moi, évidemment, sur les sites et tout. Mais ça participe un petit peu d'une dynamique que nous voulons créer au sein de la rédaction. Donc, vous êtes pour l'hygiène totale? Je suis pour l'hygiène totale. Protection totale. Toutes les heures, je me lave les mains. D'ailleurs, elles sont maintenant devenues... Et si vous vous touchez entre 1 heure et 1 heure? Je me lave systématiquement. Mon angoisse, c'est qu'on manque de produits pour laver les mains et pour évidemment... Le savon? Le savon de Marseille, on dit. Ou le savon tout court. Le savon, c'est aussi s'il n'est pas touché par d'autres. Hein. Attention. Il faut pas. Oui, c'est vrai que lui-même peut être un vecteur. Exactement. D'accord, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Aziz Saïdi. Alors. Oui, ce phénomène du nouveau coronavirus, il est parti de Chine, comme tout le monde sait, et puis il a traversé les frontières, enjambé les océans pour devenir un phénomène mondial. Maintenant, il ne faut pas céder, bien évidemment, à la panique. On en a vu d'autres. Et il faut bien évidemment respecter les mesures d'hygiène. Je pense que c'est essentiel de dire à tout le monde de bien se laver les mains régulièrement. Ça nous prémunit contre les virus, qu'ils soient à couronne ou pas. Hein, donc, moi, ce que je note plutôt, c'est plutôt ce que ça nous apprend de nous. Ce coronavirus, puisque on l'a vu, la toile... J'ai lu votre éditorial, il est bien sur les implications du corona. La toile marocaine, la toile en général, et la toile marocaine en particulier, il y a eu des réactions à peu près contradictoires. Il y avait ceux qui paniquaient un peu, puis il y avait beaucoup d'humour aussi. Il y avait beaucoup d'humour, ouais. Beaucoup d'humour, et puis aussi de la complotite, puisqu'il y a eu pas mal d'adeptes de la théorie du complot. Pour les uns, ce serait... Y compris Nabila Mounib. Tout à fait, qui a... Il est atteint de gauchisme incurable.
dérapé, exactement. Mais Une heureusement, affection incurable, le gauchisme. heureusement que Un gauchisme infantile tardif. Ça y est, on heureusement- arrête là. heureusement que la réponse est venue de son propre camp, puisque Omar Balafrej, pour ne pas pour Oui, le c'est dans ton éditorial que tout j'ai à fait, vu ça, oui. pour le nommer, a écrit au chef du gouvernement une question écrite pour dire comment répondre aux personnes qui font des déclarations anti-scientifiques et farfelues. En tout cas, ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, et je pense que c'est surtout un stress test grandeur nature, bien évidemment, sur plein de domaines. Le tourisme marocain est forcément touché avec toutes ces annulations. Il faut qu'il y ait une réponse de l'exécutif par rapport à ça. Mais il y a aussi un travail, un travail pédagogique de communication. Je pense il faut aller avec son temps, et il faut que l'exécutif et tous les départements communiquent via les plateformes qui sont les plus usitées par les Marocains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à répondre sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de fake news. On a vu, le fameux document qui avait circulé, qui était un faux, qui disait que les écoles allaient être fermées. Et donc, Que le potable était voilà, rationné. il y a plein de choses, et ça ne vaut pas que pour le coronavirus, mais je pense que la communication en général doit être adaptée Sans excès non plus. Hassan Saoud. Moi, j'aimerais, en parlant de ce virus, dire que quand même 79 pays sont touchés dans le monde. On est loin valeur de 200 aujourd'hui. pays. Hein. Mais valeur aujourd'hui, et ça évolue tous les jours, avec évidemment la Chine, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie en Europe qui sont les plus touchés. Mais l'OMS n'a pas encore décrété l'état pandémique, et c'est tant mieux, on est toujours au stade 2. En ce qui concerne évidemment la recherche, elle est là, elle continue, mais il va falloir attendre un peu. C'est ça le petit problème qu'il y a. En ce qui concerne notre pays, je pense que le principe de précaution a été bien appliqué partout. Et le Maroc, sans chauvinisme aucun, est tout y est, parce qu'il a des expériences par rapport aux épidémies passées, avec des structures homogènes qui sont capables de faire face éventuellement à une augmentation. Ce qui a été dit, évidemment, l'économie mondiale est impactée, le tourisme est impacté, le transport sont impactés. On souhaitera évidemment qu'on puisse mettre fin à cette épidémie. Écoutez, moi, je vais juste dire que je suis un peu gêné par ce décompte macabre, cette comptabilité funèbre. Chaque jour, dans tel pays, 1 mort, 2 morts, 3 morts, en Chine, tant de morts. On en est autour de 3000. Alors, d'abord parce que c'est anxiogène. Ensuite, parce qu'on sait que le stress et l'angoisse, ça affaiblit l'immunité. Est-ce qu'on n'est pas dans la contre-productivité en informant à tout bout de champ, chaque fois qu'il y a un cas, chaque fois qu'il y a un mort? Je vais vous donner des chiffres. La grippe saisonnière, celle qu'on rencontre tous les ans, qui revient, contre laquelle on vaccine les hommes âgés, les hommes à pathologie, les enfants, il fait annuellement entre 300 000 et 650 000 morts. C'est beaucoup, on n'en parle jamais. Alors, rien que pour la saison 2018-2019 en France, il a fait 8100 morts. On est très loin de ce qu'est en train de faire le coronavirus. Et récemment, le directeur de l'OMS pour l'Europe, alors je vais vous dire son nom, j'espère que je ne l'écorce pas, c'est Hans Kulg, qui a dit que la grippe saisonnière fait régulièrement en Europe 60 000 morts par an. Hein, on est vraiment très loin. Et alors, aux États-Unis, en France, pour cette année, on est déjà à 44 morts par la grippe saisonnière, c'est-à-dire loin devant le coronavirus. Je ne veux pas ni minimiser le coronavirus, mais rendre les choses dans leurs proportions. Et alors, selon des chiffres, alors, c'est le centre, l'Agence américaine de contrôle de prévention des maladies, la grippe saisonnière, il a causé l'hospitalisation cette année, depuis le début de l'hiver, de 250 000 Américains, et que le taux de mortalité jusqu'à maintenant est de 14 000. C'est beaucoup. Donc, il faudrait savoir raison garder face à cette grippe. Bien sûr, comme Hassan le dit, il faut se prémunir, peut-être pas encore aller jusqu'au masque. Et encore quel masque, parce que tous les masques ne protègent pas. Il faut rappeler que le masque, c'est pour les malades et non pas pour le grand public. C'est pas pour les gens sains, mais également on pense aux porteurs sains. Bon, mais il faut se laver les mains, il faut prendre certaines mesures d'hygiène qu'on devrait avoir normalement dans la vie quotidienne, grippe ou pas grippe, virus ou pas virus. Donc voilà.
pour ce qu'on avait à dire pour cette... oui. Enfin, je suis tout à fait d'accord qu'il faut dédramatiser le phénomène. Il faut pas, je suis pas non plus très très chaud pour le décompte macabre comme vous l'avez dit. Mais par contre, ne pas communiquer, ça peut nourrir la rumeur. Et quand on ne donne pas de chiffres, les gens ils en sortent des plus gros. Donc c'est un jeu d'équilibriste. Et il faut faire un arbitrage entre un devoir de communication et le devoir de rassurer les gens, de leur dire qu'on ne vous cache rien. C'est vrai. C'est aussi un aspect qui est vrai. Donc voilà ce qu'on avait pour le débrief à dire cette semaine sur le coronavirus. Mais on va repasser à l'Algérie, une autre affection qui touche la région depuis 40 ans dans cette affaire qui n'en finit pas. Alors, Hassan Alaoui, dans votre dernier numéro, allons croire Maroc diplomatique que vous éditez avec moi, Souad Mkawi, Maroc-Algérie, l'impossible dégel. Alors, pour vous, c'est définitif? Rien de nouveau à l'Est? Ça ne change pas, ça ne changera pas? Non. Moi, personnellement, je suis convaincu. De toute façon, je l'ai écrit depuis 1975, où je travaille sur le sujet, la relation maroco-algérienne, qui est donc une crise bilatérale qui dure. Le Sahara, c'est un prétexte, parce qu'en fait, nous connaissons le problème depuis 1974, quand Boumedienne a créé le Polisario, n'est-ce pas? Et donc, alors qu'en même temps, il tenait un langage, je veux dire, ambigu par rapport au Maroc. Au sommet de 1974 à Rabat. Voilà, il est venu au sommet de 1974, merci de le rappeler. Il a pris l'engagement de soutenir le Maroc officiellement. Si le Maroc s'entendait avec la Mauritanie, le Maroc s'est entendu avec la Mauritanie et a retourné sa veste. Donc aujourd'hui, en avril dernier, on a fait tomber, je veux dire, ils ont fait tomber le président Bouteflika, c'est évident. Puis après, il y a eu confusion pendant quelques mois. Et le 12 décembre, évidemment, un autre président, en la personne de Tebboune, a été élu. Donc, et avant même qu'il ne soit élu, il avait déjà, je veux dire, il s'était illustré par des déclarations encore plus hostiles que sous l'époque de Boumedienne. D'ailleurs, dans sa déclaration d'investiture, il a cité le Maroc. Et donc, nous, je ne peux m'empêcher de dire. Et donc, on savait, nous, Marocains, nous savions donc à quoi nous en tenir, mais surtout, donc, dernièrement, pris sa prise de fonction et le décès, entre guillemets, je veux dire, étrange du général Gaïd Salah, donc, le président Tebboune, suspect, exactement, merci. Le président, le nouveau président algérien, s'en est donné à cœur joie pour attaquer le Maroc sur tous les fronts. Il paraît que la stratégie nouvelle, d'ailleurs, il y a un trio aujourd'hui en Algérie. C'est le président qui est hostile au Maroc, c'est le ministre des Affaires étrangères qui pire qu'hostile, c'est le conseiller militaire qui a été ramené donc, dans les bagages aussi, qui est encore plus hostile. Donc, nous sommes en train de revivre les années 60-70 avec la petite guerre froide. Très bien, Ali Hassan. Alors, j'étais cherché Ali Hassan. Hassan Alaoui. J'aimerais savoir une question pour Aziz Saïdi. Est-ce qu'on peut demander aujourd'hui à l'Algérie, où rien n'a changé, qui continue à être gouvernée par des octogénaires, et par des hommes, des septuagénaires également, après avoir échoué à admettre leurs échecs intérieurs, de venir également reconnaître leurs erreurs et leurs égarements géopolitiques, pour ne pas parler d'échecs géopolitiques. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas attendre, non pas un changement de pouvoir, mais l'arrivée d'une véritable nouvelle génération au pouvoir algérien? Comme le disait Hassan Alaoui, aujourd'hui, ce sont les caciques qui sont toujours là, en train de reproduire le même discours d'il y a 30 ans, 40 ans. C'est difficile pour eux de changer de matrice. Ça fait 4 décennies qu'ils fonctionnent comme ça. Donc, ils ont une ligne directrice qu'ils suivent scrupuleusement. C'est difficile pour eux de changer de matrice. On attendait, et d'ailleurs, on a vu que pendant une année, la diplomatie marocaine avait mis en veilleuse tout commentaire par rapport à la situation algérienne pour justement préserver les chances d'avenir. Et que malheureusement,
évidemment, donc, dès l'investiture d'Abdelmejid Tebboune, on a vu que les velléités revenaient de plus belle. Moi, j'ai envie de dire que, de toute façon, le président Tebboune a été, entre guillemets, mal élu. Puisque Il n'a pas été élu du tout, il a été désigné, M. Tebboune a été désigné, par l'armée, c'est net, c'est clair. C'est-à-dire que les gens... Il n'y a jamais eu d'élection démocratique et ouverte en Algérie. Non, mais encore celle-là est pire. Moi, ce que je dis, c'est que dans la forme, les gens, ils sont toujours dans la rue. Ils ont toujours les mêmes revendications. C'est-à-dire et il ne faut pas oublier qu'Abdelmejid Tebboune était Premier ministre de Abdelaziz Bouteflika, donc il fait partie de ces caciques, bien évidemment. Ce qui a joué peut-être pour lui, c'est juste qu'il était en disgrâce juste avant. C'est juste qu'il était en disgrâce juste avant la chute de Bouteflika. Donc ça jouait en sa faveur pour essayer de donner une apparence de changement sans qu'il y ait vraiment de changement. Mais être élu, ça lui a permis d'acquitter son fils dans l'affaire de... Tout à fait, du port d'Alger. Ouais. Affaire de cocaïne. Et donc, pour dire ça, que les caciques sont toujours là, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trouvé d'autres recettes pour haranguer les foules en interne et pour essayer de noyer le poisson, excusez-moi l'expression, que de ressortir la vieille recette du Maroc qui est érigé en ennemi. Alors que, rappelons-le, les deux peuples sont frères, que la majorité, mais vraiment écrasante, des deux peuples souhaitent l'ouverture des frontières, que, faut le rappeler, cet été, quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique, j'étais moi-même à la frontière à côté de Saïdia, j'ai vu des milliers de gens qui se fraternisaient. Qui fraternisaient de deux côtés. Et le message royal aussi, qui a été envoyé. Oui, le message royal, bien sûr. Hassan Saoud, lorsque la Côte d'Ivoire a ouvert un consulat à l'Ayoun, la diplomatie algérienne a réagi très mal. Il a fait un communiqué. Il a rappelé l'ambassadeur. Et puis, chaque fois qu'il y a l'ouverture d'un consulat, elle réagit comme quoi ce n'est pas conforme au droit international. Alors, bon, évidemment, la dernière, on a vu dans l'introduction qu'on en est au 7e consulat avec le Burundi, et que Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, qui a fait l'objet d'une attaque en règle hargneuse dans le TSA, dans une tribune sur le TSA, inexplicable. Nasser Bourita, que je ne croyais pas capable d'humour diplomatique, leur a dit, il a fait une déclaration en disant écoutez, la diplomatie algérienne n'a qu'à préparer d'autres communiqués, qu'à se préparer à rappeler d'autres ambassadeurs. Ça ne fait que commencer. Donc, le point de la situation. Moi, je voudrais d'abord abonder dans ce que viennent de dire les collègues, c'est qu'il faut intégrer que le système algérien est un clonage indéterminé. Le système n'a pas changé. Vous voulez dire on est dans la reproduction du même système par les mêmes gens. J'espère que non, qu'un jour que cette chaîne va se casser. Non, je parle valeur aujourd'hui. Et il a annoncé la couleur dès son élection, entre guillemets. Mais il faut se rendre à l'évidence aussi. On est face à une mobilisation de contestation interne dont l'essoufflement n'est pas encore arrivé, et donc il faut chercher, quand vous n'avez pas un alibi, vous le cherchez ailleurs, et le voisin de l'Ouest, qui est le Maroc, est le meilleur alibi. Donc voilà un peu, il faut intégrer ça, que le changement n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain. Concernant évidemment cette levier de bouclier médiatique de la presse affidée, le ministre Bourita n'a dit que la réalité. Face à la joute verbale, il y a de l'action diplomatique, d'influence et de lobbying qui porte ses fruits. Et il y a parallèlement une action de développement dans un territoire où on est, qui est le nôtre, et puis ça va continuer. En face, vous savez, il a été traité d'algérophobie, alors que ce n'est pas le style de la maison, ni du Maroc, ni d'aucun ministre de chez nous. Et c'est ça... Non, mais je vois l'article de TSA n'est pas prendre avec des pincettes. C'est intuité personnelle, c'est d'une violence inouïe. Tout à fait. Non, mais il a parlé en tant qu'institutionnel, qu'un ministre d'un gouvernement. Il a dit, on attend d'autres communiqués.
les Parce qu'il y aura consulats l'ouverture d'autres consulats que le mouvement ne fait que commencer. avec cette dose humoristique qui n'est pas méchante. Bah, méchante. Donc, voyons. On a entendu pire du côté de diplomates algériens. Et à côté, comme d'habitude, l'escalade Non, mais médiatique. parce que là, il a été joué dans leur terrain habituel, J'aimerais où justement- il se croyait maître, J'aimerais- et il les a dépassés. Alors, ils ont J'aimerais quitté- rebondir sur ce que tu as dit exactement. Si Bourita est en train finalement de, par son activisme, parce qu'il est partout en ce moment, c'est vraiment un multilieu, comme on dit, tabarakallah, merci. Mais comme a dit Sinaïm, Bourita est en train finalement de faire la même chose en termes diplomatiques. Exactement. Triangulation Il les embrouille. du discours algérien. Il les embrouille. C'est parce qu'on avait affaire au premier grand ministre des Affaires étrangères qui était Bouteflika, ensuite un sage qui s'appelait Tal Brahimi, mais qui n'était pas tellement, actif par était action. vicieux plutôt. Mais l'actuel ministre des Affaires étrangères, Vicieux surtout. l'actuel ministre des Affaires étrangères qui a donc travaillé aussi aux Nations Unies, et tout, c'est un actif aussi. Mais maintenant, il est tombé sur un, pardonnez-moi l'expression, sur un os, c'est-à-dire Bourita qui effectivement reprend Bon, la on même parle méthode. du Sahara, on ne parle pas de Bourita d'abord. D'accord. Alors, moi, j'aimerais peut-être, avant de terminer cette première partie, l'un des pseudo-arguments d'Alger et du Polisario est de dire que ces pays qui ouvrent des consulats au Sahara n'ont même pas de ressortissants dans les provinces du sud marocain. Et il trouve donc en conséquence cela anormal. À quoi ça servirait donc l'ouverture de ces consulats? Ensuite, d'abord, avant de poser la question, on voit que ce qu'ils appellent la République, ils trouvent normal qu'elle accrédite des ambassadeurs alors qu'il n'a aucun constitutif par rapport au droit international de ce qu'est un État. Ils trouvent ça normal. Donc cette contradiction béante ne les gêne pas. Mais n'est-ce pas finalement cette ouverture d'un consulat à supposer qu'il n'y a pas de ressortissants de ces pays à l'Ayoun ou à Dakhla, ce qui reste à prouver, ça a une force symbolique dans la conviction de ces pays en la marocanité, la souveraineté du Maroc au Sahara. Tout à fait, je voudrais juste rappeler que, encore une fois, Nasser Bourita, je ne fais pas exprès de revenir sur lui, mais il a annoncé, il a expliqué, il a affirmé que les provinces du Sud allaient être un modèle de développement Sud-Sud, c'est-à-dire avec l'installation des subsahariens vont certainement le traverser. Tout à fait. Alors, ça d'une part. Et d'autre part, il y a deux choses à remarquer dans ces réactions virulentes algériennes. La première, c'est que la diplomatie algérienne a répondu avant le Polisario, pour la première fois, à la suite de l'ouverture. C'est-à-dire que là, on est, alors que l'Algérie... En position de tir. En position de tir, et puis l'Algérie qui disait toujours qu'elle n'est pas partie prenante de ce conflit. Elle commence... Ça n'abuse personne. Oui, bien sûr, mais là formellement, elle déborde. Il faut arrêter ce cirque. Mais là, elle déborde même sa propre créature. Tout à fait. Deuxièmement, depuis quelques semaines, à cause de ces réactions, ils se sont fait beaucoup d'ennemis dans le concert diplomatique des nations, notamment en Afrique, avec ces pays qu'on est en train de dire vous êtes en contravention avec les lois, je ne sais pas quoi, pourquoi vous faites ça. D'où la réaction d'ailleurs du ministre ivoirien, exactement, qui a rejeté les pressions qui ont été exercées sur Abidjan. Et d'ailleurs, ça a influé sur d'autres choses. On oublie l'histoire des frontières maritimes. Le Maroc qui a paraphé ça à travers le Parlement et qui a reçu le soutien de la ministre des Affaires étrangères espagnole. Et l'Algérie s'est insurgée en disant pourquoi vous discutez avec le Maroc, vous ne discutez pas avec nous. Et ils ont créé tout un conflit avec l'Espagne. Donc, ce que je veux dire, c'est que deux choses, ils sont en train de se faire beaucoup d'ennemis. Et puis, vous avez suivi le point de presse de Bourita Oui, de Bourgoum. Et là, franchement... On y reviendra en deuxième partie, parce que là, on est en train de l'achever. J'aimerais bien qu'on revienne, parce qu'il y a quelque chose également qui a beaucoup énervé la diplomatie algérienne. C'est la tenue à l'Ayoun, je crois que c'est le 26 ou 28 février, du 3e forum des États insulaires du Pacifique, qui a eu un beau succès à enregistrer. On en reparlera dans la deuxième partie. À tout de suite, allez pas très loin.
Rebonsoir dans ce débrief du 6 mars, à 2 jours de la journée de la femme. On aurait peut-être pu la consacrer, mais bon, l'actualité nous force. On reviendra la semaine prochaine, Inch'Allah, sur ce sujet. Nous sommes toujours avec Aziz Saïdi, rédacteur en chef du site lesinfos.ma, c'est ça. Hassan Alaoui, cofondateur avec Souad Mkawi du Maroc diplomatique, et Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie. Au cours de la première partie, on était un peu à discuter de cette conférence de presse, notamment avec la ministre des Affaires étrangères espagnole, où on a essayé de la piéger de mille et une manières. Et vous avez suivi, Aziz ? La conférence de... Alors, avec son homologue espagnol. Non. Vous l'avez... Alors, mais, enfin, j'ai lu juste... Oui, vous avez lu, alors allez-y. Juste comment, même Quand je avant dis vous avez suivi, ça ne veut pas dire forcément que vous avez été devant la télé, c'est-à-dire que ce que vous avez suivi... Non, mais en fait, je croyais que vous parliez de la conférence avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Abou Ghait. Non, je parle de la ministre des Affaires étrangères espagnole. Tout simplement qu'elle avait dit qu'en ce qui concerne les frontières maritimes, nous n'avons pas de problème avec l'Algérie. C'était... En gros. Enfin, elle a dégonflé... C'est-à-dire qu'on a vu au cours de cette conférence, justement, par le biais de journalistes, beaucoup de gens essayaient de piéger la ministre, la chef de la diplomatie espagnole sur la question du Sahara, sur l'ONU, sur la nomination d'un représentant du secrétaire général. Et elle s'est tenue impeccablement. C'est-à-dire que ses mots étaient mesurés. Absolument. Il a dit qu'il a réitéré le droit du Maroc sur l'espace, les zones maritimes d'exclusion, et que tout se faisait dans la négociation, alors que la diplomatie algérienne avait mené une campagne anti-la ministre des Affaires étrangères juste avant son arrivée pour la mettre sous pression. Tout à fait. Ils ont même eu recours à de la manipulation, puisqu'il y a eu des faux comptes de la ministre des Affaires étrangères qui annonçaient des choses alors que c'est avéré que ces comptes n'existaient pas, enfin n'étaient pas vérifiés ni officiels. Il y a eu de la manipulation même ces derniers jours. On a l'impression que la réaction est vraiment virulente. On a eu de la manipulation aussi par rapport au président nigérian, Buhari, à qui on a attribué des choses qu'il n'a jamais dites. Et je pense que ça dénote encore une fois qu'on a appuyé là où ça fait mal. Ouais. Alors moi, je voudrais terminer, s'il vous plaît, sur un détail. L'arrivée du président Tebboune et la constitution de triumvirat, si j'ose dire, n'est-ce pas, avait de plus en plus, nous voyons un petit peu une espèce de remobilisation en ce qui concerne tout ce qui est, je veux dire, qui touche le Maroc. Il faudrait absolument être clair là-dessus. Ils ont déclaré officiellement qu'ils vont reprendre le dossier de la relation Maroc. Ça veut dire que tous azimuts, ils vont aller droit, je veux dire, contre nous, là où il faut, dans l'escalade. Et ça ne peut pas s'arrêter comme ça, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Sebourita, encore, il faut le dire, est mobilisé sur tous les fronts, parce que maintenant, il va évidemment essayer la diplomatie marocaine est mobilisée sur tous les fronts, parce que les coups qui vont venir, ce n'est pas encore fini, ça ne fait que commencer. Parce que pour l'Algérie, il faudra absolument, comme disait Sinaïm, déstabiliser, je veux dire, le Maroc. Il faudra ensuite donner la parade au peuple algérien qui manifeste tous les vendredis avec force. Et donc, attaquer le Maroc sur tous les fronts, sur le plan bilatéral, sur le plan multilatéral, sur le plan des forums internationaux, sur le plan des échanges commerciaux, sur le plan des manifestations qu'il organise comme à Dakhla et tout ça maintenant, il n'y a que ça. La diplomatie algérienne, ce sera le Maroc et le Maroc et le Maroc toujours. Le Maroc, rien que le Maroc. On a l'impression que le nouveau régime en fait même une question de survie. Oui. On cherche. De toute façon, il faut chercher quelque chose pour
pour divertir, on va dire, Oui, mais seulement ils n'arrivent pas à le divertir, ils continuent à... Ouais, ben, il y a eu d'autres tentatives, il n'y a pas que le Maroc. On attaque aussi, enfin, ils ont interpellé le DG d'Orido, ils l'ont expulsé de l'Algérie parce qu'il avait annoncé des fermetures, enfin, des licenciements. C'est ubuesque pour le climat des affaires. Et moi, j'ai envie de dire, oui, s'ils en font une question de survie, ça c'est évident, enfin, on le voit de plus en plus. Mais par contre, il y aura beaucoup de pots cassés pour eux. C'est quelque chose, c'est une politique contre-productive pour l'Algérie. Aziz Saïdi, je reste avec vous pour un mot, rapidement, sur le 3e forum qui s'est tenu les 26, 27, 28 février à Lyon, le 3e forum des États insulaires du Pacifique. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont conclu? Il y a eu ce 3e forum qui s'est tenu le long de 3 jours, qui a été sanctionné par la déclaration de Laayoune. Magnifique déclaration. Donc, qui pose les modalités de coopération. C'est toi qui dis magnifique déclaration? C'est une déclaration qui consacre la marocanité du Sahara. Et ça nous suffit. C'est très bien. Alors, c'est quoi les États insulaires? Les États insulaires, c'est notamment Nauru, Vanuatu, Île Salomon, Tonga, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des pays dans une région du monde qui nous est lointaine, mais dans le cadre de l'inflexion stratégique opérée de voix à l'ONU. Oui, tout à fait. J'allais y venir. Dans le cadre de l'inflexion stratégique de la diplomatie marocaine qui a lieu depuis quelques années maintenant, avec notamment la rupture avec la politique de la chaise vide et le retour au sein des instances panafricaines, le Maroc est dans une diplomatie proactive et il faut faire connaître notre cause et nos arguments à tous les partenaires, mais pas seulement, puisque ici il est question aussi d'autres sujets qui nous tiennent à cœur, nous Marocains, et plus généralement africains et d'autres pays, c'est notamment le changement climatique. Et ces pays-là sont vraiment touchés de manière très, très importante. Il y aura une collaboration dans ce sens, une collaboration dans la formation, dans la sécurité alimentaire. On le sait que le Maroc a déjà déployé cette stratégie en Afrique, il continue à le faire avec d'autres pays. Et donc, comme disait Si Hassan, ça fait autant de voix à l'ONU. En fait, il serait intéressant d'inviter l'Algérie à ouvrir un consulat à Laayoune. Pourquoi pas? Il faut lui dire, venez, ouvrez un consulat à Laayoune. Et Alger? Oui. Oui, s'ils veulent. Oui, Hassan. Ça participe de Je l'humour. n'en dirai pas plus. Je ne vous en dirai pas plus. Donc, voilà pour ce qu'on a pour ces succès diplomatiques qu'enregistre le Maroc au Sahara par l'ouverture de consulats, la réunion du 3e forum des États insulaires du Pacifique et, on n'a pas beaucoup dit, le 5+5. Tout à fait. Sur la migration et le développement, un sujet sur lequel on aura à revenir, où l'Algérie, en réaction toujours, a réduit le niveau de la représentation, alors que ça devait être le ministre des Affaires étrangères, c'était un sous-fifre de la chancellerie algérienne. Tant pis pour eux. Il y avait des choses à voir. Il faut souligner, Sinaïm, que l'Algérie, sur l'Union africaine et sur l'ONU, est le plus mauvais élève dans le traitement de la migration. Il faut le souligner. Oui, mais ça, c'est pas notre sujet. Ils sont en train plus généralement, ils sont en train de s'exclure de la communauté internationale pour des raisons qui sont d'ordre tactique. C'est ahurissant de bêtises. Alors, on en vient un peu à parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce n'est pas très très loin vraiment de chez nous. C'est la Syrie, c'est la Turquie, c'est l'Irak, c'est une zone en reconfiguration géopolitique et stratégique où l'on assiste à un bras de fer entre Moscou et Ankara autour de la Syrie, autour d'Idlib. Et rien que pour cette semaine, on a vu l'armée turque bombarder d'abord l'Irak, poursuivant les Kurdes de PKK, violant la souveraineté d'un État constitué, membre de l'ONU, et on l'a vu également renforcer son invasion du nord, notamment la région d'Idlib, le dernier bastion de ce qu'ils appellent, entre guillemets, l'opposition syrienne, qui est un multipode de djihadistes, il faut le dire, et de frères musulmans, il faut aussi le dire, occuper des territoires qui appartiennent à un État souverain encore membre de l'ONU, qui a son ambassadeur en prise de parole permanente
devant le Conseil de sécurité pour répondre aux interpellations du Conseil. Finalement, Hassan Saoud. C'est une situation très complexe dans cette partie. Vous avez parlé évidemment de cette invasion de la Turquie, mais ils y étaient déjà dans le territoire syrien. C'était un renforcement de l'invasion. Un renforcement de l'invasion et un gain supplémentaire de territoire. Ils se vantent d'avoir fait tomber 2 bombardiers. 3 maintenant. Maintenant 3. Et qu'ils ont détruit des dizaines de chars et tué et fait des victimes humaines. Il y a là 2 situations. Il y a la situation sur le terrain et ce qui se passe autour dans l'environnement, la problématique diplomatique et la problématique migratoire. Vous savez que la fixation de la Turquie, c'est la zone de sécurité de 30 km de profondeur au nord-ouest de la Syrie. Pourquoi faire ? Ça leur permettra d'assurer leurs frontières et ça leur permettra surtout d'installer les réfugiés. Alors, je vais vous donner un exemple absurde. Vous m'en excuserez. Demain, l'Espagne va nous dire qu'elle va prendre 30 km au nord du Maroc pour s'assurer la sécurité contre les réfugiés. C'est pas la même configuration. Non, j'ai bien dit une comparaison par l'absurde. Oui, mais nous sommes dans une frontière terrestre accessible de part et d'autre rapidement, donc c'est un peu différent. Mais la perte d'une 50aine de militaires turcs a exacerbé un peu le conflit. C'est là, comme vous en avez parlé, où il y a eu une escalade militaire qui a été terrible quand les avions, toute la défense antiaérienne syrienne et plus, d'après les communiqués de la Turquie, plus de 2000 morts. Ça, c'est le côté militaire. Mais il y a le côté aussi migratoire. Faute d'avoir le soutien de l'Europe, faute d'avoir le soutien de l'OTAN, la Turquie a brandi la menace migratoire. Mais il a touché 6 milliards. Il a touché 6 milliards. Non, il a touché 3,5. Il attend les 2 milliards. Alors il ouvre le robinet. Absolument. Et vous avez aussi cette bataille diplomatique Russie-Turquie. Vous avez vu les communiqués un peu qui sont très, très durs. La Russie condamne carrément la Turquie d'avoir soutenu des terroristes, c'est-à-dire et d'avoir créé des unités hybrides dans des entités terroristes, plus l'opposition et la rébellion syrienne. Donc nous sommes dans une situation complexe où une rencontre au sommet, est-ce qu'elle peut résoudre le problème ? Moi, je suis... C'est en train de se dérouler. Voilà. On saura peut-être. Mais évidemment, la Russie est intraitable sur l'accord de Sochi. Et l'accord de Sochi vient d'être violé par la Turquie. Et vous avez 2 ou 3 lignes rouges. Le système syrien à ne pas toucher. Les frontières ou l'emplacement des patrouilles turques et la police mixte turco-russe à ne pas toucher. Et là, je pense que la Turquie a avancé. On attendra, mais je pense qu'on est dans des situations un peu contradictoires. Mais comme on dit, la diplomatie n'avance que d'impasse en impasse. On espérera qu'il y aura du nouveau. Alors, moi, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans cette analyse. D'abord, il s'agit de 2 pouvoirs, personnellement, que j'exècre, c'est-à-dire autant le pouvoir à Damas et autant l'autre à Ankara. C'est notre cas à tous les 2. N'est-ce pas? Voilà, merci de ce que j'aime tous. Comme a dit Sinaïm, il y a quand même une violation du territoire syrien par Erdogan. D'accord? La Syrie, quoi qu'on en dise, elle est ce qu'elle est. C'est un dictateur qui la dirige. C'est un appui massif militaire. On a vu ce que ça donnait en Libye, la chute de Gaddafi. C'est ça, de la Russie. Et c'est vrai, le parallèle est vrai. Le parallèle est vrai, ça tombe bien. Parce que c'est exactement les interventionnismes comme ça. C'est très grave. On voit simplement des images d'Idlib avec un petit mur qui peut à chaque instant être défoncé, donc qui sépare les 2 pays. Alors aujourd'hui, il y a évidemment un sommet à Moscou entre les deux chefs d'État.
n'est-ce pas, qui se détestent. Qui a eu lieu. Qui aura-t-il après ce sommet? On ne sait pas encore. Tout à l'heure, on le saura. Mais toujours est-il, je le rappelle, que la Russie ne veut pas céder. Poutine ne veut pas céder. C'est une question... Il a décrété Céline Rose dont tu as Voilà. C'est une question, parlé. c'est un point d'honneur pour lui de soutenir la Syrie jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. N'est-ce pas? Et ça, Ankara le sait très bien. Et donc, aujourd'hui, je constate que c'est une défaite de la Turquie par rapport à cette situation. C'est elle qui a cherché ces histoires. C'est elle qui va en pâtir parce que tout simplement, il y a un jeu de, comment vous appelez ça, de quilles dans ce dossier. Et ce jeu de quilles ne favorise pas la Turquie qui, lui, il faut le souligner, j'arrête, c'est que M. Erdogan, tout ça, c'est en perspective des prochaines élections de 2023. Oui, évidemment, il veut dorer. Donc, il redorer son blason. blason. Et il cherche Aziz Saïdi. Moi, j'aimerais commencer juste par Idlib déjà. Oui. En fait, c'est le dernier, bastion. Où se trouve. Voilà. Je ne l'appellerai même pas bastion réduit. Oui, il y a peut-être 3 millions de personnes, environ 3 millions de personnes, y compris des populations civiles qui sont venues de toute la Syrie, qui ont fui le régime de Bachar el-Assad et qui n'ont pas pu aller en Turquie. Il y a d'autres. Mais ils ne veulent pas aller en Turquie, ils veulent aller en Europe. La Turquie, c'est juste un passage. Non, mais qui ne sont pas arrivés, je veux dire qu'ils ne sont pas arrivés en Turquie. Il y en a d'autres, il y a beaucoup de factions rebelles, notamment des factions djihadistes, et puis d'autres qui ont été incorporés par l'armée turque pour justement avoir une syrienne libre, pour avoir un semblant de légitimité dans ce qu'on peut, on ne peut que l'appeler invasion et occupation, parce que là ils sont dans un territoire souverain. Ça a commencé avec Afrin et là on va pousser plus loin. L'objectif pour Erdogan, à mon sens, il est multiple. D'abord, premièrement, il n'aurait pas pu rentrer si les Américains n'étaient pas sortis. Oui, c'est sûr. Deuxièmement, ça c'est la grande erreur. Déjà, c'est quelque chose à signaler. Deuxièmement, il est là parce que il a un front interne où il a perdu Istanbul, où justement avec son coup de poker syrien, avec les morts des soldats turcs, ça a eu un impact sur l'image et sur l'opinion publique turque. Donc il fallait trouver quelque chose. Là, qu'est-ce qu'il agite? Il agite la menace des migrants. Par rapport à l'Europe. Une Europe à laquelle il reproche son manque de solidarité face au coup d'État manqué de 2016. Oui. Par rapport à la Russie, c'est une sorte de poker menteur. La Russie, c'est très clair, elle ne va pas lâcher Bachar parce que c'est une tradition qui date des années 50. On ne va pas rappeler la base de Tartus, qui est le seul vrai en Méditerranée pour la Russie. Donc c'est quelque chose de très très stratégique pour eux. Mais par contre, je suis sûr que ni Poutine ni Erdogan ne veulent se faire la guerre face à face. Ils veulent bien la faire par faction interposée ou mais jamais face à face. Alors le problème d'Idlib maintenant, c'est c'est comme si tout le chaos syrien se retrouvait réduit à cette région, avec des enjeux qui sont multiples, et que Erdogan, qui avait au début joué son poker avec l'opération de Afrin, se retrouve maintenant dans une impasse. Dans une impasse, il est isolé, donc la seule carte qu'il a pu trouver, c'est celle des migrants. Comme vous l'avez dit, ces migrants, il y en a à peu près 4 millions en Turquie, qui sont pour la plupart, comme vous l'avez dit, en transit. Ils ne sont pas là pour rester en Turquie. Non, ils veulent aller dans d'autres pays. Il n'y a pas que des Syriens. Il n'y a pas que des Syriens. Il y a des Afghans, des Pakistanais, des Somaliens. Rapidement. Je finis juste ça. Maintenant, il agite ça. Comme vous l'avez dit, il y avait une compensation de la part de l'Union européenne par rapport à ça. Mais il ne faudrait pas oublier aussi la responsabilité morale de l'Union européenne. Parce que le fait de dire tenez de l'argent et gardez-les chez vous, c'est quelque part se défausser de sa propre responsabilité par rapport au chaos syrien. Ça a été acté en 2016. Je ne dis pas que ça n'a pas été acté, mais il y a une responsabilité morale. C'est le discours des associations humanitaires. Mais attention, il faut faire attention. Poutine, aujourd'hui, d'après ce que j'ai appris, va dire à Erdogan, il faut maintenant arrêter l'histoire de l'intervention
Bien Syrie. évidemment, c'est ce Il va qu'il lui veut dire dire. C'est fermement. revenir à Sochi, c'est ce que je disais, ça. Deuxième chose. Quoique à Sochi, Deuxième chose. par rapport à Sochi, ils avaient convenu. avaient conclu. Non, mais ils avaient convenu que la région, au moins de manière aérienne, la région d'Idlib et du nord de la Syrie devait être sécurisée par les Turcs qui devaient combattre les factions djihadistes et tout ça. Et que maintenant, Poutine considèrent que la Turquie n'a pas rempli Mais on n'est plus dans le même territoire. Alors, moi, on est en train de concentrer la politique ou la diplomatie turque et la diplomatie canonnière de la Turquie également à la seule Syrie. Moi, ce que j'aimerais bien... pour élargir. Alors, je vais dire quelques chiffres. J'en ai donné quelques-uns. Alors, la Turquie est la première puissance économique au Moyen-Orient. Oui. Il est 7e en Europe. Ah oui. Il est 13e dans le G20. Et là, l'armée... deuxième armée de l'OTAN en termes effectifs, mais qui reste handicapée par l'obligation de l'acquisition d'armement de l'arsenal occidental. Donc elle reste tout de même dépendante. Bon, tout cela, est-ce que ça peut expliquer, est-ce que ça justifie cette politique, cette diplomatie de puissance qui ne se manifeste pas uniquement aux frontières avec l'Irak et la Syrie, mais on l'a vu en Libye, on l'a vu en Afrique, on a vu Erdogan faire un peu le tour et le pourtour de la Méditerranée, même dans ses arrière-pays. Et il vient de signer, il a le problème avec la Grèce, pourquoi? Parce qu'il y a maintenant le pourtour méditerranéen, comme tu dis. Il y a aujourd'hui un problème majeur qui est celui des 40 milliards de mètres cubes de gaz qui est en train d'être, découvert et mis en valeur, où interviennent, outre la Grèce, outre les pays, l'Égypte et Israël. En citant la Grèce, l'enjeu stratégique est là pour la Turquie. La présidente de la Commission européenne, il a bien déclaré que le bouclier désormais de l'Europe contre l'immigration, c'est la Grèce, c'est la Turquie. Donc, d'ailleurs, hier, ma question, je reviens. La Commission était en Grèce pour apporter son soutien. Oui, ils ont apporté. Mais la Grèce a tiré. C'est à l'issue. D'ailleurs, il a dit en grec. Je crois qu'il a dit Sipa ou Skipa ou quelque chose comme ça, qui voulait dire notre bouclier. Donc, alors que ce rôle était dévolu à la Turquie. Donc, Ankara est en train de perdre un peu. Mais cette déperdition des efforts et cet engagement un peu partout, n'est-ce pas un peu trop pour la Turquie? Évidemment, vous avez une dispersion des moyens, comme vous venez de le dire, qui est très juste. Et puis l'aliénation des gens. Est-ce que c'est soutenable? À mon humble avis, ça a des limites. Mais sur le terrain, vous voyez, la suprématie aérienne russe est incontestable, et c'est ça le grand handicap. Mais ils n'ont pas protégé les avions syriens de... Je vais vous dire, c'était un modus vivendi de 72 heures. Vous savez, il y a un échange de bons procédés. Alors, deux bombardiers contre 50 morts. C'est ça le troc. Dans l'optique de la réunion au sommet, il y a eu cette trêve de 72 heures tacitement donnée par Poutine à Ankara pour essayer... Il a donné main libre de tuer, de détruire, d'agir pour qu'il se rachète devant son opinion publique. Et ça a fait des dégâts, mais à un moment donné, dimanche, c'était la fin. Et c'était comme ça. Ultimatum. C'était un ultimatum. Mais la Turquie, je pense qu'il est dans une situation stratégique intenable. Sur ces fronts-là, migratoires, diplomatiques et guerriers, c'est impossible. Sauf que, il faut le rappeler, le YPG est quand même un épouvantail turc qu'ils sont obligés de combattre, et ça fait partie aussi de ces zones de sécurité. Donc c'est la raison fondamentale. On reste sur cette déperdition des forces turques. Vous avez quelque chose rapidement à ajouter? Oui, juste que pour moi, c'est intenable. D'ailleurs, c'est pour ça que Davutoglu n'est plus là, parce qu'il y a une inflexion stratégique. Et je le redis, je pense que cette inflexion, elle date de 2016 du coup d'État manqué, avec le changement, avec les purges, avec le changement constitutionnel, avec les références de plus en plus importantes pour l'Empire ottoman. Voilà, on est dans une projection de puissance. Je voulais vous
poser une question qu'on prête à Erdogan, des rêves de l'empire, enfin une nostalgie pour l'Empire ottoman. Je me demandais si c'était sérieux. On verra peut-être dans une autre émission. Pour ce soir, c'est fini. Merci à vous tous et à la semaine prochaine, Inch'Allah.